Les titres de ce journal, le processus de réconciliation est en marche à Madagascar. Les anciens présidents rencontrent l'actuel chef de l'État jeudi prochain pour faire avancer le processus. Les attaques de Boko Haram continuent de susciter des réactions. Le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies est monté au créneau pour fustiger l'utilisation des enfants. Rétablissement des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba. Certaines restrictions, notamment celles sur les voyages et les transferts d'argent, devraient être assouplies. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous démarrons cette édition par les nouvelles en provenance du Burkina Faso. Après plusieurs mois d'attente, les parents des victimes burkinabés du vol AH-5017 d'Air Algérie, qui s'est écrasé le 24 juillet 2014 dernier au Mali, peuvent faire enfin leur deuil. En effet, 17 cercueils contenant des restes des dépouilles des victimes ont été rapatriés hier mardi dans la capitale Ouagadougou. 2 autres cercueils seront rapatriés sur Ouaga le 15 mars prochain à la demande des familles, portant à un total de 19 victimes originaires du Burkina Faso. Des précisions ici avec Claude Romba, notre correspondant à Ouagadougou. Beaucoup d'émotions mardi après-midi à l'aéroport de Ouagadougou, où parents et amis sont venus nombreux accueillir les dépouilles ou du moins les restes des corps des passagers burkinabés du crash du 24 juillet 2014 au Mali du vol AH-5017 d'Air Algérie qui assurait la liaison Ouagadougou-Paris. Il était 15h28 quand le Boeing 767 affrété par la compagnie Air Algérie atterrissait sur le tarmac avec à son bord 17 cercueils contenant les restes des corps des victimes burkinabées. Des cercueils recouverts des couleurs du drapeau national, placés l'un à côté de l'autre sur un porte-char. Le Premier ministre Isaac Zida, entouré des proches des victimes, s'incline devant les cercueils. Le porte-char ensuite se dirige vers la sortie où la foule composée des membres du gouvernement, de parents, mais également d'anonymes venus témoigner de leur solidarité face au drame. C'était difficile pour nous tous, les parents, depuis des mois et des mois qu'on attend. C'est un sentiment vraiment particulier qui est trop difficile. On ne peut pas le comprendre si on ne vit pas ces moments difficiles. Je préférais vraiment qu'on laisse vraiment les corps au lieu du crash, parce que pour qu'il repose là-bas en paix, que ce qui est poussière revienne poussière. Nous sommes venus simplement en tant que responsables de la communauté chrétienne pour manifester notre proximité, notre solidarité avec tous ceux qui sont en deuil. Avec la restitution de ce qui reste des corps des victimes du vol d'Air Algérie 5017, les familles sont aujourd'hui partagées entre soulagement et colère. Toujours au Burkina Faso, mais cette fois-ci sur le plan politique, le gouvernement propose d'organiser simultanément les présidentielles et les législatives le 20 septembre prochain. Ces élections mettront fin à la transition ouverte après le départ du pouvoir de Blaise Compaoré, chassé par une insurrection populaire le 31 octobre dernier à l'issue de 27 ans de règne. Le ministre de l'administration territoriale a également proposé le 8 novembre prochain pour l'organisation des élections municipales. Le commissaire à la paix et à la sécurité de la Commission de l'Union africaine, Smaïl Chergui, a indiqué que des consultations auront lieu lundi prochain entre le gouvernement, la société civile et les partis politiques pour fixer les dates définitives de ces différentes élections. Madagascar, à présent, le processus de réconciliation est en bonne marche. Les quatre anciens présidents malgaches se sont donné rendez-vous pour le jeudi prochain avec l'actuel chef de l'État. Objectif, faire avancer le processus de réconciliation nationale. Principale conclusion issue de leur réunion du mardi dernier à Antananarivo, la capitale. Reportage. Une liste de 33 questions leur a été soumise et la réunion va reprendre le 15 janvier après l'analyse et la recherche de réponses à ces questions. C'est ce qu'a indiqué à la presse Monseigneur Samueli Jouina Ranarivelo, président du Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar, qui supervise la rencontre. Les ex-présidents Albert Zafi, Didier Rachiraka, Marc Ravalomanan et Andrei Rajoelin, ainsi que l'actuel président, ont tous pris part à cette rencontre qui a eu lieu dans un hôtel proche de l'aéroport d'Ivato, à la périphérie d'Antananarivo, après une première réunion le 19 décembre dernier. D'ici jeudi
Jeudi, il leur est demandé de faire des suggestions pour la mise en place de l'état de droit et la bonne gouvernance ou encore de réfléchir à comment mettre en place et garantir une alternance au pouvoir respectant les normes démocratiques. Les participants étaient protégés par les militaires lourdement armés. La sécurité de l'actuel président était particulièrement renforcée au lendemain de la démission du gouvernement dirigé par Roger Kolo, alors qu'Antananarivo bruissait une fois de plus de coup d'État. L'idée générale de cette réunion organisée comme la précédente sous l'égide du Conseil écuménique des églises chrétiennes de Madagascar est d'œuvrer enfin pour la réconciliation nationale, un point resté en suspens de la feuille de route de sortie de crise signée en 2011 par les différents partis malgaches. Élu il y a de cela un an à la faveur d'élections qui ont permis le retour de l'état de droit, l'actuel chef de l'État malgache en a fait une priorité de son mandat. La première rencontre en décembre n'avait pas eu de résultats très concrets à part l'annonce de la libération de prisonniers politiques, essentiellement des militaires qui avaient cherché à renverser Andrei Rajoelina. La dernière vague d'attaques des combattants islamistes de Boko Haram à Baga continue de susciter des réactions au-delà du Nigeria. Au créneau hier, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies a crié son ras-le-bol. L'instance onusienne fustige notamment l'utilisation d'enfants par Boko Haram pour perpétrer ces attaques. Reportage. Tel un serpent de mer, l'attaque de Baga, ce grand carrefour commercial régional dans l'extrême nord-est du Nigeria, n'a pas fini de livrer tous ses revers. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, des 20 000 personnes ayant fui la zone, 11 320 en quelques jours sont arrivées au Tchad voisin, dont 60% de femmes et de fillettes. Autant de bouches à nourrir constamment, mais aussi à mettre à l'abri des maladies endémiques et à sécuriser en permanence. Le ciblage délibéré de civils est interdit par le droit international et nous sommes très inquiets par les rapports qu'il y avait des enfants et des personnes âgées parmi les victimes. L'utilisation d'enfants pour faire exploser des bombes est non seulement normalement répugnante, mais constitue une forme flagrante de l'exploitation des enfants en droit international. Faire des enfants des boucliers humains, le HCR condamne fermement l'option et appelle à des actions énergiques face aux exactions du groupe islamiste. Un appel favorablement accueilli par Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, qui récemment a souligné la volonté de l'organisation d'aider le gouvernement nigérian et tous les États voisins touchés à mettre fin à la violence et à alléger les souffrances des populations civiles par tous les moyens nécessaires. Mais pour l'instant, sur le terrain, Boko Haram continue de dicter impunément sa loi. Le groupe islamiste nigérian Boko Haram, qui a donc proclamé un califat dans les zones sous son contrôle dans le nord-est du Nigeria, menace les frontières du Niger, du Tchad et du Cameroun, où l'armée a repoussé lundi dernier une attaque des djihadistes. Mais une semaine plus tôt, les insurgés islamistes ont attaqué Baga, un grand carrefour commercial régional situé dans l'extrême nord-est du Nigeria. Ils ont pris la ville et une importante base militaire qui s'y trouvait. Mais que pense la population nigériane de l'impuissance de leurs autorités face à ce phénomène? Voici quelques réactions. Boko Haram à Baga, c'est un problème pour le pays et je pense que les gens qui les soutiennent veulent mettre un terme à une nation de paix. C'est ça le problème. Boko Haram est une secte. Le problème est une secte. Le Nigeria est un très grand pays et on a besoin d'une main forte pour diriger cette nation. Donc je pense que Goodluck Jonathan devrait démissionner et laisser quelqu'un d'autre reprendre les affaires et faire quelque chose pour le Nigeria. C'est un pays pacifique et nous avons besoin de paix dans ce pays. Un bon président doit protéger son peuple, se lever pour son peuple, aider son peuple, être là pour son peuple et agir au nom de son peuple. C'est pourquoi nous avons voté pour lui, pour qu'il se lève pour nous. Mais il n'a rien fait dans ce domaine. Il a laissé les choses en l'état et rien ne va. Je ne pense pas que nous ayons une sécurité au Nigeria. Elle est très mauvaise. Quand ils parlent du Nigeria, ils disent le géant de l'Afrique.
Je ne vois pas de géant au Nigeria. Ici et là, on entend parler de Boko Haram. C'est ainsi que nous sommes un géant de l'Afrique. Regardez le Ghana par exemple. Ils vivent en paix. Il n'y a pas de problème. Autre destination à présent, le Sri Lanka. En visite officielle dans ce pays, le pape François a conforté ce mercredi la petite église du Sri Lanka devant 1 million de participants rassemblés lors d'une messe à Colombo, la capitale. Il a insisté sur la liberté de croire sans contrainte dans un pays blessé par les tensions ethniques et interreligieuses. La police de la capitale a estimé qu'il s'agissait de la foule la plus importante rassemblée lors d'une manifestation publique dans ce pays. Venus de tous les coins de l'île, certains portaient des matelas et des provisions en prévision d'une longue attente. La plupart étaient catholiques, mais certains étaient des bouddhistes. Cette messe est le point d'orgue d'une visite de 2 jours du pape François, 20 ans après celle de Jean-Paul II. Et parlant toujours du périple asiatique du souverain pontife, le pape François effectue actuellement son 2e voyage en Asie en 6 mois. Il marque ainsi son intérêt personnel et l'importance stratégique de ce continent pour le catholicisme. Aux Philippines, 80 millions de fidèles attendent impatiemment l'arrivée de François, le pape François, qui se rend pour la première fois dans ce bastion de l'Église catholique en Asie. Reportage. Ferveur religieuse aux Philippines. Chaque année, plusieurs millions de pèlerins envahissent les rues de Manille en janvier pour la procession du Nazaréen noir, une statue de Christ vieille de 400 ans qui aurait des pouvoirs miraculeux. Mais encore plus que cette statue, les fidèles attendent cette année la visite du pape François qui doit se rendre pour la première fois dans l'archipel. Cela va renforcer notre foi à nous, catholiques, parce que le pape est le successeur de Saint-Pierre. Nous avons besoin que le pape vienne dans le pays en ce moment, parce que nous traversons une crise morale. Laquelle ? Le mariage homosexuel et le divorce, qui pourraient être envisagés. Avec 80 millions de fidèles, les Philippines sont le bastion de l'Église catholique en Asie. Le pays est le seul endroit au monde où le divorce est toujours illégal, tout comme le mariage gay et l'avortement. Beaucoup espèrent que ce pape, plus ouvert, saura faire avancer l'Église philippine, toujours très conservatrice. Il y a beaucoup d'opposants à l'avortement, mais après, ils ne font rien face à la pauvreté urbaine, face à la pauvreté dans les campagnes. Mais le pape dit que là aussi, il est question de la vie, alors il faut être cohérent. Il faut protéger la vie du ventre de la mère jusqu'à la tombe. Le pape François, qui arrivera du Sri Lanka, doit se rendre à Tacloban, où un super typhon a fait plus de 7000 morts en novembre 2013. À Manille, il célébrera une messe à laquelle 6 millions de fidèles devraient assister. Nous sommes très pauvres. Nous sommes un pays du tiers-monde. Mais même si nous sommes très pauvres au niveau matériel, nous sommes très riches au niveau spirituel. Nous avons des ressources spirituelles très profondes. J'espère qu'il s'en rendra compte. Après la Corée du Sud l'année dernière, il s'agit de la 2e visite papale en Asie en l'espace de 6 mois. Signe que le Vatican voit l'Asie comme une destination stratégique, terre d'avenir pour le catholicisme. Autre destination avant de boucler cette édition, samedi prochain, cela fera exactement 1 mois que les États-Unis et Cuba ont annoncé le rétablissement de leurs relations diplomatiques après 53 ans de rupture. Conséquence, certaines restrictions qui touchaient l'île, notamment celles sur les voyages et les transferts d'argent, devraient être assouplies. Mais pour l'instant, les Cubains peinent à voir le changement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et ce sera donc tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Mais avant de partir, la pensée africaine nous dit aujourd'hui: celui qui doit vivre survit même si tu l'écrases dans un mortier. Celui qui doit vivre survit même si tu l'écrases dans un mortier. Merci de nous avoir suivis. C'était l'information sur Sika TV. Retenez que cela se poursuit. Nos programmes se poursuivent donc sur notre site internet www.sikatv.info.